Le point sur Secret Story et cette semaine il fait mal. Le verdict concernant Rim Renon est enfin tombé. Bastos a décidé de clasher Greg et pas qu'un peu. Ou encore l'immense enquête sur Sam Zira. Cette semaine, je vous raconte tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission du dimanche, votre émission hebdomadaire Mix the Tea qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, on est sur une émission pastel, lila. J'avais envie de couleurs douces, j'avais envie d'un petit moment de douceur avec vous en ce dimanche matin, donc j'espère que l'émission vous plaira. Nous allons rentrer dans un instant à l'intérieur de la mise au point et ensuite on partira pour les actualités de la semaine. Tenez-vous prêts, c'est parti, bienvenue sur MTT. En mise au point cette semaine, 3 petites choses à vous dire. Premièrement, il est fort probable que l'émission de la semaine soit plus courte pour 2 raisons. Premièrement, il n'y a pas eu autant d'actu que ça comparé aux dernières semaines. Deuxièmement, je suis éclaté en ce moment avec tout ce qui s'est passé en côté personnel. Je vous invite vraiment à aller suivre la chaîne de vlog entre le permis, le fait que j'ai été rentrer la petite voiture, que là j'attends de recevoir la grosse incessamment sous peu au moment où je filme. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau perso et vraiment ça me pompe toute mon énergie, donc j'ai hâte d'être ce week-end et de me reposer à 100% pour vous offrir des contenus beaucoup plus énergiques dès la semaine prochaine. Deuxième chose, je vous ai entendu, vous voulez un point Secret Story dans MTT. Enfin, vous m'avez demandé en fait de faire un point Secret Story chaque semaine. Je me suis dit, vu que les gens le veulent en mode rendez-vous de la semaine, je vais le mettre dans MTT. Ça sera principalement dans les gros dossiers de la semaine parce que évidemment, il se passe beaucoup de choses dans Secret en une semaine. Et vous allez voir que aujourd'hui, vous allez être gâtés avec tout ce qui s'est passé au fil de la dernière semaine. Je précise aussi que vu que MTT est filmé le jeudi, je n'ai pas l'élimination, les nominations finales, etc. J'ai du coup vendredi au jeudi présent. Et en plus, ça évite de spoil les personnes qui ne veulent pas être spoil parce que techniquement, si vous regardez MTT le dimanche, vous avez au moins vu tout ce dont je vous ai parlé lors de l'émission. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu, mais vous m'avez demandé ça, je me suis dit comment faire pour arriver à faire plaisir à tout le monde et je me suis dit que c'était la meilleure solution. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernier point, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Je sais que maintenant c'est officiel qu'il y a les vacances qui sont là. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, travaillent tout l'été, mais il y en a d'autres qui sont en vacances et on va leur envoyer un petit peu de bonheur, on va leur envoyer beaucoup de repos et beaucoup d'énergie et revenez-nous en force. Et si jamais vous ratez des vidéos, n'oubliez pas d'aller voir un petit peu ma chaîne. Je sors quasiment des vidéos tous les jours sur la chaîne principale, tous les jours sur la chaîne de live et 3 fois par semaine sur la chaîne de vlog. Tout est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et enfin, avant d'entrer dans le sommaire de cette nouvelle émission, comme à chaque fois, je vous demande de liker MTT, le commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer la chaîne, c'est super gentil et surtout, oui, ça soutient et c'est gratuit. Donc c'est parti, je vous laisse là pour ça. On rentre tout de suite dans le sommaire de l'émission et après dans les stories de la semaine. Au sommaire de l'émission, accrochez-vous. Premièrement, Bastos clash Greg. Deuxièmement, Shanna nous donne des conseils en éducation. Virginie nous parle de Secret Story. Dans le top actu, Nicolas et Stéphanie passent un cap. Simon Castaldi se dispute avec sa mère. Rim Renon souhaite déménager. Jessica et Vivian rejoignent Détective Club et Nicolo et Adixia veulent un enfant. Mon avis sur cette semaine parlera de la première partie de l'enquête de Aaron sur Sam Zira. Et dans le cœur actu, on reparle de Rim, verdict final, Jazz et Laurent en rupture réelle, Vincent Queijo va suivre une thérapie, Simon Ferraud a l'air d'avoir un penchant pour Rim, Ilona Goss passe un coup de gueule, Mathieu Delormeau poste une story choquante, l'agression de Soraya Rifi, je vous explique tout. 2 actualités internationales aujourd'hui, Julian McMahon est décédé, Kim Kardashian également subit une mauvaise période, on va revenir là-dessus. Le gros dossier de la semaine, vous l'avez compris, le point sur Secret Story et nous terminerons avec l'Astro Actu et la pleine lune du 10 juillet. Une émission riche en couleurs mais aussi en douceur, donc cette semaine on va se calmer et bien papoter. C'est parti, story de la semaine.
La première story de la semaine, les amis, je vous parle de Bastos et de Greg Yega. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai expliqué que Greg a été enlevé d'un festival parce que apparemment il aurait créé une émeute dans la foule. Enfin, vous allez voir, il va vous expliquer tout ça. Et Bastos a décidé de réagir à ce que Greg a dit. Il a décidé tout simplement de le clasher et pas qu'un peu. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser dans le sens où vous allez voir que, premièrement, on a l'impression que, Greg n'est pas vraiment cohérent dans ce qu'il raconte. J'ai l'impression qu'il est en train de mytho. Et par-dessus, on a Bastos qui a décidé de sortir un petit peu de sa casquette vacances, je ne dis rien, pour créer un petit peu de drama. Vous me direz ce que vous en pensez, ça a fait beaucoup parler. Et bonjour à tous les bébés, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai la haine. Voilà, c'est même pas que j'ai la haine en fait. C'est que ça fait 2 jours qu'il y a une vidéo qui tourne sur moi par rapport aux Ardentes, au concert de David Guetta. Donc les bébés, bien sûr que la vidéo de moi qui sort, c'est on me tire de la foule. Vous avez compris. Mais sachez quelque chose, c'est il me dégage de la foule pour ma sécurité. Parce que comme je vais le répéter encore et je vais radoter, j'ai fait émeute en fait au milieu. Voilà. Et tout simplement, je suis connu. Donc à un moment donné, c'est normal en fait. Il y avait 10 000 personnes qui criaient bébé, ils m'ont tous fait moulon. Le régisseur m'a reconnu et pour ma sécurité, il m'a pris, il m'a enlevé, voilà, tout simplement de la foule et il m'a mis de teco, voilà, j'étais devant David Guetta, devant la scène, j'ai dansé, je me suis régalé, tout simplement. Donc arrêtez avec vos histoires fantastiques et vos scénars de malade mental. Et les bébés, parce que vous, avec vos histoires de fous, sachez-le quand même, c'est que j'ai une famille, j'ai une maman, j'ai des oncles, tout le monde m'appelle, je t'ai fait sortir. Il n'y a personne qui me sort, les gars. Voilà, tout simplement, les bébés. Il n'y a personne qui me sort. C'est-à-dire, on m'a évacué pour ma sécurité, tout simplement, parce que il y avait beaucoup de monde sur moi. Et terminares, voilà. Oh, les bébés, je reçois des messages de haine, mais si j'ai jamais vu ça. Hein. Oh, les gars, faut redescendre un peu, hein. Je suis en festival, je me régale, hein, les frères, hein. Hein, si vous êtes chez vous et que vous avez rien à faire de votre vie, ça c'est autre chose. Mais moi, en tout cas, je suis en festival, je suis aux Ardentes et je me régale. Voilà. Et en plus de ça, ce soir, je chante. Voilà. Donc, à un moment donné, si on n'a plus le droit de s'amuser ou si on n'a plus le droit de faire la fête, bon, allez, voilà. Et je remercie encore les Ardentes de m'avoir sorti et de m'avoir évacué pour ma sécurité et pour que je puisse respirer. Tout simplement. Et en plus de ça, c'est pas comme si c'était un videur comme ça qui me sort ou un mec de la sécurité. Pas du tout. C'est le régisseur qui a le casque. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Donc arrêtez Greg complètement Frankefich ou Greg complètement Trentetich. Ça y est les gars, c'est bon. On a compris, vous avez fait vos trucs, voilà. Mais en tout cas, sachez-le, c'est qu'il en faut plus, hein, les frères. Hein. Voilà, tout simplement. Vous avez compris. Mais sachez quelque chose, c'est il me dégage de la foule pour ma sécurité. Parce que comme je vais le répéter encore et je vais radoter, j'ai fait émeute en fait au milieu. Émeute. Voilà. Et tout simplement, je suis connu. Oh, trop la star. À un moment donné, c'est normal en fait. La star des Ardentes. Il y avait 10 000 personnes qui criaient bébé, ils m'ont tous fait moulon. Le régisseur m'a reconnu et pour ma sécurité, il m'a pris, il m'a enlevé. Il y a des gens qui ont des vidéos des 10 000 personnes qui scandent bébé ou parce que ça on n'a pas vu. On a vu Uriel qui faisait des doigts d'honneur à un perdu dans la foule, mais on n'a pas vu la foule scander bébé. Et ça, je suis désolé mon bébé, mais ça c'est pas la tête d'un mec qu'on évacue pour sa propre sécurité. Ça c'est la tête d'un mec qu'on évacue pour la sécurité d'autrui. Ok, ça, c'est la tête d'un mec qui perd son pantalon et qui n'arrive pas à lever les jambes quand on lui fait passer la barrière. Ça, mon bébé, c'est la tête du fou du bus qui n'est pas influenceur mais qui est sous influence, ça, mon bébé. Je suis désolé, mais on a du mal à te croire. Là, c'est fou. Shana Kress donne des conseils en matière d'éducation. Alors pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qui a été dans un de mes derniers lives cette semaine. Et en fait, on s'attendait à voir Shana Kress qui allait dire des trucs assez problématiques et pas du tout. Et contrairement à notre chère Kim Glow, je trouve que Shana Kress, elle a quand même une bonne approche par rapport à l'éducation avec son enfant. Après, moi, le truc qui me
turlupine un petit peu ici, c'est que elle ne montre pas son enfant, mais elle fait quand même tout son contenu autour de lui. Donc, j'ai quand même l'impression que l'enfant est une grande part de business. Après, vous allez me dire, au moins, elle le protège et elle ne le montre pas. Mais dans tous les cas, ce que je veux surtout mettre en avant ici, c'est le message qui est passé par rapport à l'alimentation et par rapport à comment Shanna souhaite gérer les choses par rapport à Luca. Donc, je vous laisse écouter ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, en live, ça a été beaucoup apprécié. Mais vous le savez, ce que je mets en live, j'essaye aussi d'en remettre pas mal ici pour avoir l'avis de toute la communauté. Luca, qu'est-ce que tu as dans ta gaufre? Qu'est-ce qu'il a mis papa dedans? Du miel. Et est-ce que Luca a le droit d'en manger beaucoup, du miel? Non. Jamais. Un petit peu. Un petit peu. De temps en temps. Mais c'est pas tous les jours. Pas tous les jours, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le miel? Il y a du sucre. Et qu'est-ce que ça fait le sucre? Et ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents, exactement. Un petit peu. Un Il faut pas en... On abuse. Sinon, ça fait mal aux dents. On s'est réveillé, j'ai fait mon petit déj, je vais vous poster mon petit déj après. Je suis allée répondre un peu aux commentaires sous la vidéo parce que j'ai l'habitude de vous répondre. Celle où on parle du sucre avec mon fils. Mais c'est dingue le nombre de personnes énervées qu'il peut y avoir. En postant ça, je vous demande pas votre avis. Je vous demande pas genre est-ce que vous pensez que c'est bien ce qu'on fait ou pas? Parce qu'on sait que c'est bien, d'accord? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le sucre, c'est un cancer, c'est du poison. Donc, on essaye juste d'habituer l'organisme de Luca et lui-même à éviter d'en manger, d'être attiré par ça. Quand il grandira, il fera ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est un bébé. C'est nous qui décidons de son éducation. Et nous avons décidé d'essayer de lui donner les meilleures choses et donc d'éviter tout ce qui est sucre. Et de temps en temps, lui explique qu'il y a des choses de temps en temps, mais pas les bonbons, pas le coca, pas ces choses-là. Et c'est notre choix, on fait ce qu'on veut. Et quand je vois des gens qui viennent, genre, énervés, écrire des trucs, c'est ton fils? Non. Alors, calme-toi. Bon, du coup, je comptais répondre aux commentaires, mais j'ai envie de passer un bon dimanche. Et quand je vois cet enfant frustré, c'est ci, c'est là, la flemme, j'ai envie de passer une bonne journée. Si vous n'êtes pas content et pas heureux dans votre vie, que vous avez envie de vous déchaîner, allez-y. Mais moi, j'ai envie de passer une belle journée, les meufs. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les hommes, ou je sais pas qui c'est. Bref, donc j'irai pas répondre aux commentaires, les amis, pour la suite de ce post. Par contre, j'ai décidé de vous poster un petit peu plus des choses qu'on fait avec Luca sur l'éducation. J'ai vu que mon chéri le faisait, je me suis dit en fait c'est vrai de partager ça avec la communauté de temps en temps. Pourquoi pas, c'est bien, je le faisais beaucoup avant, je le fais moins. Je vais recommencer à le faire un petit peu sur l'éducation, sur les moments où on rigole avec lui, les trucs qu'on peut faire, des astuces, je vais essayer en tout cas. Mais Virginie, ex de Nicolo, a décidé de tacler un petit peu la production de Secret Story. Alors, vous allez voir que franchement son message, je peux l'entendre et je le comprends totalement, mais j'étais un peu choqué qu'elle sorte de nulle part comme ça et qu'elle décide de parler de Secret. Vous allez le voir, on a un gros point sur Secret Story, mais je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir ce que Virginie dit parce que ça a lancé un petit débat quand j'en ai parlé en live. C'est-à-dire que, ok, en fait, on peut être d'accord avec Virginie en mode, oui, bon, bah, il y a 10 ans de retard, il aurait peut-être fallu se réveiller avant, mais au moins, on se réveille, au moins on voit les choses et les productions les voient aussi. Donc vous me direz ce que vous en pensez et si ce fameux débat a lieu d'être ou non. En tous les cas, vous allez voir, la répartie de Virginie n'a pas changé. Elle m'avait manqué d'ailleurs. Attendez, je réfléchissais à un truc. Maintenant, la production de Secret Story s'élève contre le harcèlement. Mais c'est pas les mêmes personnes qui ont produit toutes les autres émissions bien toxiques en télé-réal? Celle où te faire harceler à l'écran, c'était littéralement le cœur de l'intrigue. Et là, d'un coup, c'est message de prévention, stop au harcèlement, on veut des candidats bienveillants. Ah, mais sur le papier, c'est très bien, mais c'est un petit peu comme si ton ex toxique revenait te dire qu'il est devenu coach en développement personnel. Faut dire merci aux réseaux sociaux, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas une soudaine illumination humaniste. C'est juste que maintenant, les gens parlent et voient tout. Alors c'est vrai que la prise de conscience, elle est un peu intéressée et tardive. Mais bon, tant mieux, si ça peut empêcher que certains vivent l'enfer sous le feu des projecteurs. C'est déjà un bon début. En tout cas, moi je dis bravo pour la prise de conscience avec 10 piges de retard et un logo TF1 collé dessus. Bye! Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. On va passer au top actu. On a 5 choses à l'intérieur comme d'habitude. On parle d'amour, on parle de projet, on parle de tout et de rien. Comme à chaque fois, c'est parti. Jingle, top actu. Je commence avec Nicolas et Stéphanie, étant donné que le couple a partagé une annonce sur les réseaux sociaux le dimanche 6 juillet. Le fils de Nico, Zlatan, va enfin rencontrer Stéphanie Clairbois, avec qui il partage son quotidien depuis bientôt
1 an. C'est un nouveau tournant symbolique dans tout simplement leur relation, mais également dans l'avenir de Zlatan. Alors vous le savez, Nico il a connu l'amour avec Laura Lempicka. Ils ont eu Zlatan en 2020. Malheureusement, en janvier 2023, ils annoncent leur séparation sur les réseaux sociaux. Une rupture qui a eu énormément de répercussions sur leur quotidien familial et aussi sur la garde de leur fils. Depuis la séparation, Laura, elle réside avec l'enfant à Dubaï. Nico, lui, il a choisi de revenir en Belgique, son pays natal. Donc c'est un éloignement géographique qui a été toujours très compliqué à vivre pour Nicolas et il a toujours fait des allers-retours entre l'Europe et le Moyen-Orient pour vivre des moments avec Zlatan. Un rythme assez épuisant, mais loin de se laisser abattre, il a trouvé dans cette nouvelle épreuve en fait un moyen de se reconstruire et c'est comme ça qu'il est tombé dans les bras de Stéphanie Clairbois. Depuis septembre 2024, les deux vivent une très belle relation. Jusqu'à maintenant, il y a un élément essentiel qui n'était pas là dans leur équilibre, la rencontre entre Stéphanie et Zlatan. Une rencontre qui a longtemps été repoussée, en grande partie à cause des réticences de Laura Lempicka, donc la maman du petit. Elle est très soucieuse de préserver la stabilité émotionnelle de leur fils et elle décrit que c'est un enfant qui a un développement un peu plus lent que la moyenne et elle voulait retarder la présentation. L'objectif, il était clair, ne pas perturber le rythme et l'équilibre de Zlatan avec de nouveaux visages dans sa vie, de nouvelles routines, etc. etc. En vrai, c'est très bien, je trouve, qu'ils aient voulu attendre au maximum et au bout d'un moment, effectivement, quand tu vois que la relation, elle dure, je pense qu'il faut aussi aller de l'avant. Mais d'après les confidences de Nico, Laura aurait finalement donné son feu vert et donc Stéphanie pourra rencontrer Zlatan lors des vacances d'été. C'est dans une vidéo le 6 juillet que Nicolas apparaît très ému avec son fils, lui promettant de belles retrouvailles pour le mois d'août. En légende, il dit qu'il a évidemment très impatience d'aller à la rencontre de Stéphanie avec Zlatan. Les réactions des internautes, elles sont là. Il y en a un qui a écrit « Il est temps qu'il puisse connaître Stéphanie et que vous puissiez passer du bon temps ensemble. Je vous le souhaite. » Il y a quelqu'un qui dit « Cet été, ce sera enfin le moment. » Je crois que c'est Nico qui a répondu ça. Donc ça laisse en fait comprendre qu'après tous ces moments d'attente, là, ça va vraiment être le moment pour Zlatan de rencontrer Stéphanie qui finalement fait partie de la vie de Nico depuis tellement longtemps. Bon, après, je vous rappelle qu'ils ont quand même vécu quelques petites épreuves, les deux, mais moi, j'ai quand même envie de poser vraiment une question. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'ils aient attendu jusqu'ici ou pas du tout? Moi, je trouve que oui, mais je sais que tout le monde peut penser ce qu'il veut et qu'il y en a qui vont dire que peut-être ils auraient dû se rencontrer dès le début ou alors à l'inverse, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient attendu, que tout le monde soit prêt, que l'équilibre ne soit vraiment pas perturbé. Après, encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc qui suis-je finalement pour parler? Quelqu'un qui est très cher à Nicolas, c'est Simon Castaldi. Et vous allez voir, on en parle dès maintenant. On parle encore une fois d'un épisode de Toute la vérité avec Giuseppa. Je sais que vous aimez bien quand on fait des petits débriefs des épisodes. Du coup, il a été là-bas avec une autre personne. Je ne sais même plus qui c'était. Je crois que c'était Lou, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'est livré sur ses relations familiales, notamment la relation qu'il entretient avec sa maman. Simon Castaldi revient sur tout ce qui s'est un petit peu passé. Il a parlé de son choix d'aller dans ce milieu médiatique et des répercussions qu'il y a eu sur sa famille. Benjamin Castaldi n'a rien dit, évidemment, parce qu'il connaît bien ce milieu. Et la réaction de sa maman, Valérie Sapienza, a été tout autre. Je cite, « Cette dernière, issue d'une culture plus classique et ancrée dans des valeurs traditionnelles, a vu d'un œil très critique l'entrée de son fils dans un univers qu'elle perçoit comme instable et éphémère. » Simon confie qu'il y a donc eu des prises de tête à cause de désaccords, etc. Et donc, ça a un petit peu effrité leur relation. Il dit que chez sa maman, il vivait une existence simple, banale, sans privilège particulier, et que c'est cette vie normale, entre guillemets, selon ses mots, qui a forgé une grande partie de son caractère et de ses repères. Et donc, avec le Covid-19, il y a eu un terme, en fait, à tous les projets qu'il entreprenait, et après ça, il est allé faire les princes et les princesses de l'amour. Et suite à cette décision, sa mère a ressenti une vive inquiétude à chaque polémique, à chaque article People, etc. etc. Et selon les mots de Simon, ça a toujours été les mêmes débats entre les deux, les mêmes inquiétudes, encore et encore. Et en fait, ça a commencé à créer des frictions. Donc Simon, il explique quand même que sa maman, elle n'est pas anti-télé, mais elle appartient à une génération qui associe réussite et sécurité à des carrières classiques
stable, construite sur le long terme. Elle veut en fait que son enfant obtienne un diplôme, qu'il fasse des études, etc., etc. Et du coup, la voie que Simon a choisie ne correspond pas du tout à ça. Et je pense que ça crée pas mal de désaccords. Simon, il dit que malgré les disputes et les désaccords, il est quand même... il comprend en fait ce que sa maman ressent. Elle est en mode crainte, mais ce sont des craintes maternelles. Elle a peur que son fils se brûle les ailes, qu'il devienne la cible d'un bad buzz, qu'il perde pied. Mais lui, il dit que en fait, son choix de vie, il l'assume pleinement et qu'il aurait pu tout simplement prendre le nom de sa mère et retomber dans l'oubli, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas décidé de faire. Dans tous les cas, il y a une tension dans la famille. Lui, il en parle avec lucidité, sans amertume, mais on va dire que tout simplement, il explique que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, notamment pour la maman qui n'a pas forcément compris les choix de Simon par rapport à la télé et par rapport au travail qu'il a voulu avoir. Simon, il traverse des contradictions dans sa vie. Ça s'arrête jamais. Des disputes, des moments de doute, des moments de tension également. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on espère que les choses s'arrangeront entre sa mère et lui. Peut-être d'ailleurs que c'est déjà le cas. Mais après, c'est vrai que je peux quand même comprendre l'inquiétude d'une maman par rapport à ce métier et par rapport à tout ce qui en découle. Mais il ne faut pas oublier que Simon sait très bien ce qu'il fait et que jusqu'ici, malgré les bad buzz qu'on a eus, il arrive quand même très bien à s'en sortir. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous parlons de Rim Renaud et on va en reparler juste après, mais elle semble être à un tournant dans sa vie. Elle est de retour en France après plusieurs mois passés à Bali. Vous le savez, elle se retrouve en pleine tempête judiciaire, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Et Rim a décidé de parler de pas mal de choses, notamment du fait qu'elle allait potentiellement quitter Bali prochainement. Donc on lui pose la question, c'est quelque chose qui revient beaucoup, est-ce que Rim va quitter Bali? Et même si la réponse, elle est assez évasive, si on écoute ce qui est dit, on se rend compte qu'elle penche surtout vers un oui. Elle dit « Je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Je vous en dirai plus en temps voulu. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus en détail dans quelques mois. » Elle entretient volontairement le mystère, mais la formulation laisse entrevoir un changement de cap majeur, sans doute lié à ce qu'elle ce dont elle passe personnellement, peut-être aussi son avenir pro, mais surtout Maria Valentina et Alma, parce que le fait que là, elles soient entourées de leur famille en France, et bien Rim, elle se rend compte que c'est quand même très important pour ses filles. Elle parle surtout d'un nouveau chapitre en préparation, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent « donc elle parle vraiment de déménager. Elle dit « Ces jours-ci, je suis avec mes enfants et je gère énormément de choses sur le plan personnel, ce qui me prend beaucoup d'énergie, car pas mal de choses vont bientôt changer. » Elle insiste et dit « Je suis vraiment concentrée sur pas mal de choses personnelles qui vont changer. » Elle reste discrète comme d'habitude, elle n'en dit pas trop, elle ne veut pas trop qu'on sache tout, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se posent des questions. Rim cherche à trouver une nouvelle stabilité. Elle est aussi en recherche, je pense, de sécurité pour ses enfants. Donc moi, je pense sincèrement qu'un retour en France est extrêmement possible, c'est même sûr à 100%. On verra bien ce qu'il en est, mais entre procès, parentalité et déménagement qui arrivent, on n'a pas fini d'entendre parler de Rim. Et d'ailleurs, dans un instant, je vais vous parler de Vincent Queijo, mais j'ai aussi vu dans une FAQ qu'il a fait sur Instagram qu'il a répondu à cette fameuse question de la France, et sa réponse est quand même assez claire également. Oui, très clairement, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Alma? Avance, mon cœur. Oui, on s'est mis d'accord. Plus ou moins. Il y a encore plein de détails à régler, mais oui. Tu veux où, toi? Non, on va là-bas. Si. Tu vas pouvoir faire des positions là-bas. Lève la jambe. Comment tu fais avec la jambe levée? Fais voir. The Detective Club. On a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées, notamment le mercredi 9 juillet, parce qu'on a l'entrée de Vivian et Jessica Herrero dans la villa. Ils ont fait une entrée très remarquée dans cette enquête, où l'objectif est de retrouver un petit chien qui s'appelle Kiki. Depuis le lancement du programme le 16 juin, les candidats présents s'efforcent de démasquer les voleurs, mais l'enquête piétine depuis un moment. Le personnage énigmatique milliardaire propriétaire du chien et de la demeure a donc décidé de relancer le jeu en invitant deux grands stratèges, Vivian
et Jessica. À peine ils arrivent dans le lieu rempli de tension qu'ils reçoivent une mission très importante. Ils sont détectives en chef. Donc en gros, contrairement aux autres, cette semaine, il n'y a que eux qui vont voter et ils vont devoir se mettre d'accord pour désigner une seule personne comme voleur. Donc la personne part, qu'elle soit voleur ou non. C'est un pouvoir qui est extrêmement stratégique et qui leur permet de désigner la personne qu'ils suspectent comme un voleur. Donc Vivian, évidemment, comme à son habitude, il est là et il fait du show et évidemment ça va faire parler comme à chaque fois finalement. Jessica, elle est aussi un petit peu plus discrète. On verra bien ce que ça donne. Je vais pas tout vous spoiler, même si je vois les épisodes en avance. Mais on a quand même pas mal de choses qui vont en découler de l'arrivée de Vivian et de Jess dans cette enquête. Donc à ce stade, les cartes, elles sont totalement rebattues dans la maison et du coup, tout le monde se pose des questions. Est-ce que Jessica et Vivian vont vraiment réussir leur enquête et trouver qui sont un ou moins des deux voleurs et l'éliminer? Ou alors est-ce qu'ils vont totalement se planter comme les autres? On aura la réponse bientôt. Les voleurs de leur côté ont montré qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de se laisser faire et ils sont prêts à jouer la carte de la stratégie, de la manipulation pour protéger leur identité. Le jeu prend une tournure de plus en plus intense au fil des jours et des semaines. Personnellement, je pensais pas forcément accrocher à cette nouvelle émission, mais finalement, je l'aime beaucoup. En vrai, ouais, si je dois vous donner mon avis sur The Detective Club, entre la manière dont la trappe fonctionne, si vous regardez, vous savez, genre les candidats tombent littéralement dans un trou lorsqu'ils sont éliminés, le côté des voleurs qui se cachent, mais vraiment aux yeux de tous, enfin, c'est très très drôle à regarder. J'aime énormément cette émission. Vous me direz si vous la regardez et si oui, ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir. Et enfin, je termine le top actu avec Adixia et Nicolo qui se sont rencontrés justement dans The Detective Club. Alors là, franchement, on adore comment l'émission elle se suit de bout en bout. Et Adixia et Nicolo, ils sont pas contentés de vivre leur histoire d'amour sous les caméras, étant donné qu'elle a duré dans la vraie vie. Et ils nous ont offert une FAQ de 35 minutes qu'on a débrief sur Twitch. Si jamais vous voulez voir entièrement mon avis sur cette FAQ, je vous invite à aller regarder la chaîne de Replay. Mais les deux ont surtout parlé du fait qu'ils étaient prêts, du moins prochainement, à fonder une famille. Adixia avait toujours repoussé cette question. Vous le savez, elle est passionnée de musique. Elle a toujours placé sa carrière avant tout. Mais depuis qu'elle est avec Nicolo, elle a eu il déclic. Elle a confié qu'elle avait envie de maternité, qu'aujourd'hui, à 33 ans, elle envisage une vie de famille, notamment avec ce partenaire qui lui convient comme jamais, Nicolo. Et Nicolo, de son côté, il a dit qu'il rêvait de 2 enfants, un garçon et une fille, qui s'appelleraient Leonardo et Ginevra. Tous les deux insistent sur le fait qu'évidemment, ils veulent faire les choses dans l'ordre, donc laisser vivre leur couple, s'installer ensemble, voir si ça fonctionne, etc., etc. Et qu'après, la carte de l'enfant pourrait sortir. Et Adixia, elle a dit surtout qu'elle voulait un enfant, pas 2, et que Nicolo avait déjà choisi les prénoms et tout. Bref, vous avez capté un peu l'idée. Adixia, elle a souligné que contrairement à certains couples qui se lancent dans la parentalité après quelques semaines de relation, Nicolo et elle veulent faire les choses dans l'ordre. Tout devrait se passer entre guillemets comme prévu et si c'est le cas, eh bien un bébé pourrait être en route pour juillet 2026 entre Nicolo et Adixia. Il y a aussi le mariage qu'ils veulent faire, bref, mais je vous rappelle que Adixia, elle doit officiellement divorcer de Simon Ferro. Le divorce, visiblement, Nicolo, il l'attend, hein, ça se voit dans la vidéo qu'il est en mode que ça se dépêche quand même, genre, t'es ma femme, t'as vu, pas la sienne. Et en vrai, je peux comprendre. Et apparemment, Adixia aurait trouvé une solution pour que le divorce se passe du mieux que possible, qu'il se passe aussi le plus rapidement possible, mais que là, Simon Ferro, est au moment du tournage de la vidéo, est en tournage pour les 50 de la saison 4 des 50. Et par conséquent, elle n'a pas encore pu lui faire part de tout ça. Donc, à voir. Mais en tout cas, Nicolo, il semble très, très, très prêt à ce que Adixia divorce, évidemment. Et Adixia, elle semble très prête à devenir maman avec Nicolo. Les deux apparaissent comme un couple déterminé à tout construire sur des bases solides, loin des décisions impulsives et des projecteurs de lumière. On verra bien ce qu'il en est. Quand j'ai demandé si vous pensiez en live que leur relation allait durer dans le temps, il y a eu beaucoup de oui, mais aussi beaucoup de non. Moi, je pense que s'ils font les choses bien, ça peut durer. Mais là, j'attends surtout de voir quand ils vont redescendre de leur nuage. Vous savez, au début d'une relation, tu es toujours sur un nuage. Et
et après tu es dans un autre mood. Donc on verra bien ce que sera cet autre mood. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse écouter. Concernant le divorce, j'ai trouvé une possibilité beaucoup plus facile que d'avoir chacun de notre côté un avocat et payer 2000 balles l'avocat. En fait, j'ai trouvé une solution avec WeDivorce. Et c'est une... c'est vrai. J'ai eu le cofondateur au téléphone. Il m'a expliqué pourquoi c'était... au niveau des prix, c'est beaucoup moins cher. Ça va vite parce que le mariage de Simon et moi est un mariage très simple et on peut divorcer en 1 mois et demi. Donc quand j'en ai parlé à Simon avant qu'il parte dans les 50, j'attends justement, je lui ai dit que quand il revenait, qu'il se ferait éliminer ou pas, je sais pas, que voilà, on allait entamer enfin ce divorce. Mais en tout cas, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple, et que ce soit pour lui, que ce soit pour moi, et puis voilà. Donc ça va se faire d'ici le mois de septembre, à mon avis, ça sera. Il faut combien de temps pour les papiers? En fait, moi, il faut que je les envoie, lui, il faut qu'il les envoie, il faut qu'il revienne de tournage. Tu les as envoyés? Mais moi, je les ai sous la main, je peux les envoyer. Hein. Donc voilà, après, je peux pas envoyer toute seule, il faut ces papiers aussi, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Au plus vite. Mais oui, mais mon cœur, mais là, il est dans les 50, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'il déblaye. Donc dans tous les cas, en septembre, ça sera bâclé. Voilà. Je me le souhaite. Mais t'inquiète, mon cœur. Et on entamera un mariage... dans 1 an, hein. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. On va passer à mon avis sûr dans un instant sur MTT. N'oubliez pas qu'à mon avis sûr, vous avez également le premier des 2 emojis de l'émission. Donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout pour ne pas le rater. C'est parti, c'est tout de suite. Jingle sur Mix de T. Mon avis sûr, Aaron Samzira. Let's go. Pour mon avis sur aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler de la fameuse série de vidéos que Aaron a donc décidé de préparer par rapport à Samzira. Alors c'est quelque chose qui a fait énormément parler parce qu'il l'a beaucoup teasé, notamment sur les contenus courts comme Instagram, TikTok, etc., etc. Et le premier épisode de sa série est sorti. Avant toute chose, qui est Aaron? Un ancien chroniqueur de Samzira pour Aja, et il a décidé de prendre la parole dans une enquête sur S2Z Production, donc la production de Sam. Et il y a donc 3 épisodes qui seraient en préparation. Et là, il a sorti le premier, qui est un vlog, en fait. Un vlog où il emmène ses abonnés dans les coulisses de son enquête. C'est un vlog qui n'a pas été compris par les gens, parce que les gens s'attendaient à l'enquête. Et non, ce n'est pas ça, c'est un vlog. Donc beaucoup n'ont pas compris. Le 2e épisode sera le début de l'enquête. Et le 3e épisode serait apparemment l'épisode clé. Donc nous verrons bien ce qu'il en est. Alors déjà, j'ai été honoré de voir que j'étais à l'intérieur de cette vidéo à un moment, même si j'avoue que mes perruques ne me manquent pas du tout, mais j'ai vu ça et j'étais content finalement, parce que ça veut dire que mon travail aussi est pas mal vu. Cependant, j'ai été vraiment choqué des commentaires. C'est-à-dire que Aaron crache dans la soupe, Aaron utilise tout pour faire des vues, Aaron fait du buzz, Aaron ceci, Aaron cela. Non, enfin moi je suis pas d'accord. Il a prévenu depuis 1000 ans qu'il allait sortir cette enquête. Bon, après on savait pas sur qui, moi j'avais deviné. Et quand on a commencé à savoir, enfin moi j'avais compris que le premier épisode c'était un vlog qui emmenait dans les coulisses. Donc j'avoue, j'ai pas trop compris cette haine dans les commentaires. Et pour ce qui est de cracher dans la soupe, en vrai, je suis pas d'accord avec cette expression parce qu'on sait même pas encore exactement ce qu'il va dire. Tout le monde dit qu'il va cracher dans la soupe, mais ça se trouve, c'est même pas forcément le cas. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que son contrat est terminé depuis longtemps, donc c'est même pas cracher dans la soupe, c'est peut-être qu'il s'est rendu compte de choses qu'il a envie de partager, peut-être que ça va être que du positif, on n'en sait rien, donc attendons de voir. Mais en tout cas, je trouve que les commentaires étaient vraiment haineux envers Aaron, et je trouve que c'est dommage parce que le mec, il a l'air d'avoir quand même fait une sacrée enquête. Et par conséquent, moi, j'ai hâte de voir le résultat, surtout. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, et soutien à Aaron pour les commentaires, que je trouvais très violents. Évidemment, je vous tiendrai au courant de la suite. Il me semble qu'au moment où MTT sort, la partie 2 est sortie, et on verra bien ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, voilà, là, c'est sur la partie 1. Je voulais quand même vous tenir au courant. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez guetté ce début d'enquête, donc ce vlog. Et si oui, j'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. J'ai enquêté sur Samzira. J'ai enquêté sur sa boîte de production. L'épisode 2 de mon enquête sort demain sur YouTube. Extrait. Les amis, c'est du délire. J'ai encore des galères et que j'ai l'impression que les gens flippent. J'ai potentiellement plein de choses à dire, mais est-ce que je suis prête à en parler? Est-ce que j'ai envie de me replonger là-dedans? Je viens de recevoir un témoignage d'une
ou d'un chroniqueur. Je ne sais pas comment je vais faire. Genre vraiment, c'est la merde. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye de m'empêcher d'enquêter. Qui est la taupe? Qui est cette fucking taupe? Je te vois. Je compte moi-même prévenir Samzira que je fais une enquête sur lui. J'ai reçu aujourd'hui le premier témoignage. C'est un témoin qui va parler en direct. Je vais tout vous montrer, sinon je vais être contraint d'annuler l'enquête et j'ai pas envie d'abandonner. D'ailleurs aussi, j'ai l'impression que des gens veulent m'empêcher d'enquêter. T'es courageux, hein, parce que t'as pas peur de représailles. Si personne ne parle, finalement, plus rien ne bouge et les gens continuent de souffrir et les gens qui ont du pouvoir continuent à faire souffrir les autres. Allô, ça va? Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Nous arrivons donc au milieu de l'émission. Qui dit milieu de l'émission dit premier emoji de la semaine à mettre. Et vous le savez, pour le milieu d'émission, c'est un animal. Et j'ai décidé de voir des vaches dans mon espace commentaire. La tête là de vache. Je trouve ça trop mimes, donc n'hésitez pas à mettre ça juste en dessous. Écoutez, on est dans de la douceur. Les vaches dans les prés, c'est doux. Ok, donc voilà, on est sur des petites vaches. Pendant que vous êtes dans la section commentaires, n'oubliez pas de liker l'émission les amis, on essaye d'atteindre 1000 likes à chaque fois. Je sais qu'en ce moment c'est plus bas parce qu'il y a moins de vues parce que c'est l'été. Mais on essaye, on dépasse les 20 000 vues. Je sais qu'on pourrait tous le faire, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne également, c'est toujours pas fait. Moi, je vous retrouve dans un instant pour le Cœur Actu. Cœur Actu qui n'est pas mal rempli, vous allez me dire. C'est parti, jingle Cœur Actu sur Mixosity. Me revoilà plus près que jamais pour continuer cette magnifique émission Mixosity. On continue donc avec le Cœur Actu et avec pas mal de petites choses qui sont à l'intérieur, notamment Rime Renom. Et oui, on a eu un verdict et évidemment, il fallait que je vous en parle. Le lundi 8 juillet 2025, Rime Renom, ancienne star de télé-réalité, a été condamnée par la justice française. Jugée pour des faits de promotion commerciale dissimulée et de publicité illégale, elle encaisse difficilement une décision qu'elle juge aussi sévère qu'injuste. Tout commence, petit contexte quand même, en février dernier. Rime est condamnée à 1 an de prison ferme, une peine lourde prononcée par défaut, car elle n'avait pas comparu lors de l'audience initiale. Et face à cette décision, elle décide de demander un nouveau procès afin de se défendre personnellement et de livrer sa version des faits. Donc cette audience, elle est le 24 juin 2025 et elle avait pris la parole en disant qu'elle avait justement parlé avec force et clarté devant des magistrats qu'elle espérait pouvoir convaincre. Sur Instagram, elle disait, je cite, « Le procès s'est bien déroulé et je vais bien ». Elle disait qu'elle voulait rester discrète jusqu'au verdict pour parler avec des preuves, du concret et surtout la tête froide. Au cœur du dossier judiciaire, des publications commerciales non signalées sur Instagram entre mai et novembre 2022. Rime, elle est accusée d'avoir touché des rémunérations pour des placements sans jamais mentionner la nature, un manquement grave, et aussi cette fameuse personne qui pratiquait illégalement des injections dans des structures non médicalisées et qui a été recommandée par Rime Renom. Le 8 juillet, après plusieurs semaines d'attente, la décision tombe enfin. Et la peine est revue à la baisse, 1 an de prison, avec sursis probatoire de 18 mois et 25 000 € d'amende. C'est quand même une peine qui reste extrêmement lourde aux yeux de la défense. Et l'avocate de Rime a dit, je cite, « Ma cliente est sous le choc, c'est une sanction toujours disproportionnée, même avec un sursis. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un premier jugement déjà très dur et cela nous interroge sur l'exemplarité que l'on exige des influenceurs. » Suite à ce verdict, il y a un appel qui a été immédiatement déposé, donc l'affaire est loin d'être terminée et une nouvelle bataille judiciaire s'annonce dans les prochains mois. Rime veut malgré tout croire à une issue favorable. Je vous rappelle qu'elle est maman de 2 enfants, qu'elle est suivie par plein de personnes et elle dit qu'elle veut repartir sur des bases solides. Dans ses dernières prises de parole, elle disait qu'elle voulait faire les choses correctement, reconstruire une image beaucoup plus authentique et loin des controverses, mais j'avoue que c'est quelque chose qui risque quand même d'entacher son image. Plusieurs réactions à ça que vous m'aviez déjà dit donc avant le verdict final et
par rapport à ce verdict, j'attendrai vos réactions. Cependant, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est que Rim n'est pas la seule. Rim n'a pas non plus fait le pire du pire, etc., etc. Et que les autres méritent tout autant d'être punis. Je suis d'accord avec ça. Cependant, Rim a quand même fait du coup des placements frauduleux et en plus de ça, elle a potentiellement mis en danger plein de personnes avec cette injectrice totalement illégale, cette injectrice clandestine. Je crois que c'était ça les termes utilisés. Donc, je peux comprendre que des gens disent oui, mais attendez, Rim, elle a fait, c'est pas la pire, tu vois, mais je peux aussi comprendre les gens qui disent cool, ça va peut-être servir d'exemple. Mais malheureusement, est-ce que Rim doit servir d'exemple? Je ne sais pas. Et après, moi, comme je l'ai toujours dit, attendons que d'autres noms sortent parce que là, on a Rim, mais il n'y a pas qu'elle. Vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, je vous avais dit que je suivrai cette affaire jusqu'au bout. Une autre affaire qu'on suit jusqu'au bout, c'est Jazz et Laurent. Oui, je viens de taper des trucs avec mon crayon. Jazz et Laurent, sont-ils ensemble? Sont-ils plus ensemble? C'est vraiment les feux de l'amour cet été entre Dubaï et la France? Parce qu'on se pose des questions. Est-ce que la rupture entre Jazz et Laurent, elle est vraie? Est-ce que la rupture entre Jazz et Laurent, elle est scénarisée pour qu'on aille regarder la GLC Family saison 7? J'en sais rien, mais les apparitions du couple se font de plus en plus rares. Les rencontres complices, il n'y en a plus. Les déclarations d'amour, on n'en entend pas. Et il y avait cette fameuse story de Laurent qu'on a déjà vue et revue qui disait « on n'est plus ensemble » et patati et patata. Ensuite, Laurent, il a été aperçu à Monaco, ça vous l'avez vu la semaine dernière. Et Jazz, elle publiait des citations qui laissaient sous-entendre qu'il y avait plus rien finalement entre les deux. Cependant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a également eu une photo des deux qui est sortie de nulle part et où ils étaient bien contents d'être ensemble finalement. Donc, on se pose encore légitimement la question, est-ce qu'ils sont de nouveau ensemble, oui ou non? Et Aquababe a répondu à cette question. Après, j'ai quand même envie de dire attention avec les infos d'Aquababe parce que j'en ai vu récemment qui n'étaient pas forcément véridiques, donc faisons attention. Mais pour Aquababe, c'est sans équivoque. Il y a un internaute qui lui demande en fait s'il est certain de la séparation entre Laurent et Jazz et le blogueur répond « Je vous garantis qu'ils ne sont plus ensemble, mais ils restent ensemble pour l'image et le paraître. » Une révélation qui relance tout. Le couple existerait encore publiquement, mais dans l'intimité, tout serait éteint. Est-ce que c'est une décision qui est stratégique, un moyen de préserver l'image d'un clan uni aux yeux du public pour potentiellement garder cette image et tout le business qui va avec? Une chose est sûre, Jazz et Laurent n'ont jamais été autant scrutés et qu'ils le veulent ou non, ça ramène aussi tous les regards sur leur émission, la GLC Family. J'ai vu une autre théorie également pointer le bout de son nez sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu le tournage de la nouvelle saison de la GLC, donc pas celle qui est diffusée, mais une autre, si je dis pas de bêtises, et peut-être qu'à l'intérieur, ils prendront la parole. Peut-être qu'ils attendent aussi, alors peut-être qu'ils ne veulent pas prendre la parole avant pour pas spoiler le programme et qu'on aille tous regarder le programme, peut-être qu'ils créent aussi tout ce mystère de « on n'est plus ensemble » pour qu'on aille guetter le programme, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, je me dis qu'ils sont vraiment prêts à tout. Vous me direz ce que vous en pensez. On a parlé de Rim, on parle de Vincent Queijo. Alors attention, vous allez être étonnés, mais je trouve que ce que Vincent Queijo dit ici est important et que c'est bien. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Mais depuis sa rupture avec Marois, Vincent, il a pris un petit peu de recul sur sa vie personnelle. Il se concentre pleinement sur son bien-être mental. Il est très heureux avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Et il a partagé une démarche, celle de reprendre une thérapie, non pas parce qu'il se sent mal, mais par précaution. Afin d'éviter, je vais vraiment mélanger toutes les syllabes là, afin d'éviter de replonger dans une détresse mentale, une période de mal-être qu'il a déjà connue dans le passé et qu'on avait toutes et tous suivi. Je vous rappelle que Vincent a traversé des moments difficiles lors de sa séparation avec Rim, une période où il a été très fragilisé émotionnellement, ce qui l'avait conduit à un épisode de dépression. Cette fois-ci, il choisit d'anticiper les difficultés, de mieux être armé psychologiquement et il suit un accompagnement personnel à distance qu'il avait déjà commencé il y a quelques temps et qu'il vient de reprendre depuis une semaine, donc une thérapie. Cette honnêteté avec ses abonnés sur Instagram
Instagram montre une certaine prise de conscience chez Vincent Queijo. Lors de cette fameuse question-réponse sur Insta en vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on a regardé sur Twitch, plusieurs internautes inquiets lui demandent s'il envisage de suivre une thérapie après sa rupture. Il dit qu'il avait déjà commencé ce travail sur lui-même, que c'est quelque chose qui est essentiel pour lui. Et pour lui, faire une thérapie, c'est avant tout un moyen de mieux gérer ses émotions, de comprendre ses propres mécanismes internes et surtout de ne pas retomber dans des schémas négatifs et douloureux. Il insiste sur le fait que c'est pas parce qu'il va mal qu'il le fait, mais plutôt parce qu'il ne veut pas être mal à nouveau. Et là, tout est la nuance. Et c'est pour ça que je vous dis que, pour le coup, je trouve que sa prise de parole, elle est bien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une démarche proactive qui est assez rare dans le monde superficiel de la télé-réalité, où les candidats peuvent donner l'impression qu'ils éludent leurs problèmes personnels. Mais Vincent, lui, il assume pleinement ses faiblesses. Il veut montrer que le travail sur soi, c'est un travail qui est un long chemin, mais qui est nécessaire, surtout quand tu traverses des moments compliqués, et il a raison. Par ailleurs, Vincent, il confie aussi qu'il souffre d'insomnie, un trouble dont il parle souvent sur les réseaux. Il avoue que son sommeil en ce moment, il est loin d'être réparateur. Il a du mal à s'endormir, il dort pas assez longtemps, il n'arrive pas à se coucher tôt. En fait, ça l'aide pas du tout à être dans un cercle virtueux physique et mental, et du coup, au contraire, ça le plombe encore plus. Mais malgré tout, il dit qu'il se sent mieux qu'avant, qu'il se sent plus serein, qu'il se sent en paix avec lui-même, et cette paix intérieure, il l'a trouvée après sa séparation avec Marois, et ça lui permet et ça lui promet aussi d'être heureux seul, sans avoir besoin de remplir sa vie immédiatement avec une nouvelle relation. Donc Vincent, il explique clairement qu'il a besoin de temps pour lui, qu'il veut profiter de cette solitude et qu'il veut se reconstruire ainsi que se retrouver. Son parcours est assez remarquable pour le coup par rapport à tout ça, parce que c'est un père de famille qui jongle entre équilibre délicat avec tout ce que son ex-femme elle est en train de traverser, avec ce que Marois dénonce, avec ses enfants, avec son histoire personnelle. Donc même s'il traverse une période compliquée, je trouve qu'il fait preuve de maturité. Vincent Queijo, il partage ses difficultés, son cheminement, sa reconstruction personnelle également. Et pour le coup, pour avoir écouté toute la FAQ, je le trouve extrêmement posé dans ses réponses. Je sais que c'est très bizarre que je dise ça, mais c'est ce que je pense. Et vous le savez, pour moi, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il peut y avoir des nuances de gris, nuance of grey. Et ici, grey of shades, bref, on s'en fout. Mais ici, je trouve que ce qu'il dit, c'est bien et que c'est un bon message. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez, et si Vincent passe par là, je lui souhaite de vraiment suivre cette thérapie. Non, je suis pas dans ça, désolé, je suis tout sale. Alma, quand elle sort du goûter, c'est vraiment... Bref. Non, je me sens pas incompris, par qui, par quoi, j'ai rien à faire comprendre en même temps. Hein. Donc non, je me sens pas incompris, non. Moi, je me comprends, moi. C'est essentiel. Je vais mettre comme ça sera plus simple. J'en ai déjà fait une. J'en ai fait une. Que je continue là à distance depuis... ça fait une semaine que j'ai repris. Mais pas que je me sente mal, c'est juste pour pas être mal à nouveau. C'est tout quoi. Mais sinon, ça y est, j'ai acquis le truc que faire une thérapie, c'est pas forcément qu'on va pas bien. C'est juste, c'est important je pense. Voilà. Oh waouh, c'est hyper intéressant ça. Non, mon sommeil il est nul les amis. Je ne sais pas dormir beaucoup et je ne sais pas me coucher tôt. Vous avez vu quoi? Une cabane? Vous voulez qu'on y aille? Vous avez vu quoi? Vous voulez qu'on y aille? Ah oui. Alors allons-y. Ouais. Toujours en faisant attention aux branches, d'accord? Mon sommeil, il est très mauvais, moi. J'ai un sommeil 0. Ouais, c'est vrai que je me sens mieux. C'est vrai que je me sens plus posé, plus serein. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois séparé. Commencez même pas. C'est juste que voilà, après ma séparation, j'ai su trouver la paix, quoi. J'ai su trouver le fait d'être heureux seul. Et ça me fait du bien. Et j'ai envie d'être seul pendant un bon moment. Enfin seul, je suis jamais vraiment seul. J'ai 2 petites filles 1 semaine sur 2. Mais là en ce moment, elles sont avec leur maman. Et même si là je suis venu les voir, c'était nécessaire. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de qui que ce soit dans ma vie. J'ai tout l'amour du monde déjà autour de moi. Mais
Même si... des fois on est... Ah, mais non. Non, là, pas du tout les amis. Avec maman, vous faites ici? Non. Moi, je vais vous montrer un autre endroit là-bas, viens. T'inquiète, t'inquiète, tu vas voir. Non. Là, pour l'instant, pas du tout, les amis. Vraiment pas du tout. J'avais un projet pour la rentrée et la vérité, non. J'ai d'autres projets de déménagement, donc c'est ça la priorité aujourd'hui. Bravo, Alma. Ça fait super plaisir. C'est pas le seul message que je reçois de ce genre. Je voulais pas trop en partager de ce genre. Parce qu'après, les gens pensent que je vais me faire mousser, tout ça. Mais pour le coup, il y a beaucoup de messages hyper positifs. Et je vous remercie du fond du cœur parce que, franchement, bon, bien sûr qu'on a tous des haters. Moi, j'en ai énormément, mais j'ai de plus en plus de positifs et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait du bien, hein. Croyez-moi, hein. Ouais, les insultes, tout ça, maintenant, ça y est, ça passe au-dessus. Mais du coup, le compliment comme ça, là, ça fait vraiment du bien, merci. Ne me tapez pas, on parle une dernière fois de Rime, mais cette fois-ci par rapport à Simon Ferro. Alors Simon Ferro, vu qu'il est dans les 50, dans le casting des 50 saison 4, il y a des petits magnétos qui refont surface, genre ça y est, c'est devenu une grande star. Et il y a un magnéto qui a refait surface dans un live Twitch avec Bastos, où il parle de pas mal de choses. Il parle du divorce avec Adixia, mais surtout, il parle de Rime Renon. Lors de ce live avec Bastos, la conversation, elle dévie vers un jeu où chacun devait dire une candidate qu'il mangerait. Donc, je crois que ça fait partie du Bastos Test. Et Simon, il a dit Rime Renon comme son choix. Il a même fait une comparaison avec Bastos qui lui a mentionné Vivian. Attendez, c'était Vivian ou Jess, j'ai un doute, je sais plus. Vous me direz dans le magnéto. Il a commenté avec humour qu'ils avaient un peu les mêmes goûts en matière de femmes. Du coup, je pense que c'était plus Jess, en disant que les candidates avaient à la fois du charme, un caractère, une forte personnalité. Et on a aussi Lenutsa qui a été directement citée. Mais bon, bref. Choisir de Rime, qui elle-même vit des histoires compliquées, notamment avec Vincent Queijo, eh bien, c'est pas anodin. Ça montre que Simon Ferro admire peut-être le fort caractère et la résilience de Rime. Et du coup, en fait, là, ce magnéto est ressorti sur TikTok. Donc, il a été ressorti sur les médias qui traitent le people et l'actualité télé-réalité. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens qui disent que Simon Ferro, en fait, dans ce magnéto, littéralement, il draguait Rime Renon. Moi, je pense pas du tout qu'on soit sur de la drague, ou peu importe, mais ok, why not? Je pense surtout que le magnéto, il est ressorti en mode venons, on fait un peu de buzz sur lui, parce que bah, du coup, il va faire parler, mais je pense pas du tout qu'il soit attiré par Rime Renon. Je pense qu'il n'avait que Adixia en tête lors de ce live. Après, peut-être que le but était de piquer Adi, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi, je vous dis qu'avec Simon Ferro au programme des 50 saison 4, on va en entendre parler. On va en entendre parler. Moi, je vous le dis, j'en mets mes 5 mains à couper. Dans tous les cas, voilà, j'ai vu que le magnéto avait refait surface en mode « Oh my God, it's buzz time ». Du coup, j'allais vous en parler. Mais j'ai pas trop compris, pourquoi il a refait surface. Et deux, il dit rien par rapport à Rime. Juste, il fait le Bastos test, quoi. Faudrait un jour que je fasse, que je reprenne les questions de Bastos et que je fasse le Bastos test. Ça pourrait être drôle, non? Dites-moi dans les commentaires. Dernière question. Si tu devais manger une personne de télé-réalité, qui tu boufferais? Tu peux cuire, tu peux manger cru, tu peux prendre une bouchée à même la personne, tu peux manger ça dans une assiette, le couper, c'est comme tu veux. Donne-moi toi ta réponse pour que je vois comment tu... Je bouffais souvent Vivi, les gens qui m'appétissent sont des meufs qui m'excitent. Une meuf qui m'excite, j'ai envie de les... Moi je suis un mordeur. Hein. Ah mais moi j'aime pas trop les filles. Oui d'accord, mais bon t'es pas un chien, tu manges pas des os. On veut que tu manges quelqu'un... C'est bon, je sais, Rime. Là aussi hein, tu prends des risques. Non mais c'est des belles femmes, c'est tout. Il faut en prendre une bouchée, il faut goûter. Dans le cas je sais que c'est pas réaliste donc je m'en fous. On a un peu les mêmes goûts tous les deux, tu crois? Rime, Lenutsa, c'est quand même des meufs moi que je trouve plutôt jolies. Après la beauté ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Ilona passe un coup de gueule, j'en ai parlé en début de semaine, mais évidemment je le remets dans MTT. Je vous cite ce que j'ai trouvé. Elle est séparée de Paul André, avec qui elle partage un enfant, Jean-Joseph, et elle tente de gérer au mieux cette transition dans sa vie, tout en jonglant entre la pression médiatique, la maternité et ses projets personnels. Et c'est pas une rupture classique, en fait. C'est une vraie remise en question qui a pris du temps, beaucoup d'énergie. Ilona, elle a longtemps gardé le silence sur la nature exacte de la séparation, mais les dernières semaines, elle a brisé ce silence, notamment sur TikTok, expliquant clairement à ses abonnés que leur histoire est bel et bien terminée. Donc pour contexte, elle insistait pour dire que c'est une séparation qui ne découle pas d'une tromperie ou d'un scandale, mais d'un quotidien qui est devenu beaucoup trop pesant, qui faisait beaucoup de tension et
qu'il y avait pas mal de déséquilibres, d'ailleurs des déséquilibres qu'aucune thérapie de couple n'a réussi à réparer parce qu'ils en ont fait. Ils ont essayé de réparer leur couple. Donc cette décision, elle est douloureuse, pour que ce soit pour Ilona et pour Paul-André, mais c'était un choix mûrement réfléchi qui vise surtout à préserver la santé mentale de chacun et surtout à être des parents heureux pour JJ. Donc en fait, Ilona elle a toujours tout fait pour son fils, mais la réalité, elle était beaucoup plus dure parce que la fatigue, les responsabilités, les incompréhensions au sein de leur couple, tout ça, ça les a éloignés. Donc elle l'a dit que parfois, et elle a raison, je trouve, permettez-moi de le dire, que parfois la meilleure solution pour un enfant, c'est pas de rester coûte que coûte ensemble si on a essayé de réparer et que ça ne fonctionne pas, mais c'est bel et bien de partir et de faire en sorte d'évoluer chacun de son côté, tout en offrant un environnement beaucoup plus stable et posé et serein à l'enfant. Et c'est donc dans cette optique que Ilona et Paul-André se séparent, que Ilona embauche une fille au père, un soutien précieux pour l'aider. Tout semblait avancer doucement vers une forme d'apaisement, quand soudain, patatras, les internautes ont décidé de s'en mêler. Plusieurs abonnés avec, je pense, une bonne intention, l'intention de tenir Ilona informée, mais je vous donnerai mon avis à la fin, lui ont envoyé des vidéos où on voit Paul-André en soirée en compagnie d'autres femmes, au pluriel. Pour beaucoup, ces images sont anodines, mais pour Ilona, elles ont eu un effet pas du tout anodin. Elle a pris la parole publiquement et elle a lancé un véritable coup de gueule, mais avec beaucoup de retenue. Franchement, je trouve qu'elle l'a très bien pris. Elle exprime un agacement face à tout ça. Elle explique que Paul-André et elle font leur possible pour garder une certaine cohésion familiale malgré la séparation et que ce genre de vidéo, ça ne fait qu'une chose, c'est alimenter les tensions inutiles. Dans une série de stories qui a été postée le 4 juillet, elle demande fermement à ses abonnés de ne plus lui envoyer ce genre de contenu, même s'ils pensent bien faire. C'est pas seulement une question de respect de sa vie privée, mais aussi un moyen de protéger l'harmonie familiale qui, malheureusement, reste fragile. Cette mise au point, elle va plus loin qu'un coup de gueule selon moi. C'est une manière pour Ilona de poser des limites très claires. Elle rappelle que chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend, surtout aujourd'hui, et qu'elle préfère ne pas être au courant des sorties de Paul-André. Et en fait, elle ne veut pas s'immiscer dans sa vie privée, elle ne veut pas avoir son mot à dire parce que ce n'est plus sa place, comme elle le dit dans sa story. Et c'est ce contexte en fait de séparation avec un enfant qui est difficile, mais que même si la séparation, elle est dure à gérer, elle ne veut pas en fait avoir affaire à ce genre de choses tout le temps, c'est-à-dire des gens qui lui envoient des photos de PA, des gens qui lui envoient des vidéos et ceci et cela. Et elle ne veut pas que des facteurs extérieurs puissent perturber sa reconstruction perso et familiale. Donc Ilona, elle parle parfaitement des complexités d'une séparation quand il y a un enfant qui est impliqué et encore plus quand la séparation, elle est exposée au public. C'est un coup de gueule qui n'est pas une réaction à chaud, qui a été très bien réfléchie. Elle dit qu'il y a des limites à ne pas franchir et que notamment ça, c'est à ne pas franchir. Et malgré les difficultés, elle reste fidèle au respect qu'elle veut donner à Paul-André et à sa famille. Et justement, c'est là que vient mon avis. Parce que du coup, ça pareil, je l'ai partagé sur Twitch et j'aime beaucoup vous partager des choses sur Twitch en amont, même si je ne les creuse pas autant que dans MTT, parce que ça nous permet vraiment d'en discuter. Et quasiment tout le monde, en fait, a dit que la manière de réagir d'Ilona, elle était extrêmement mature et extrêmement posée et très bien. Que oui, Paul-André a le droit de refaire sa vie, que oui, Ilona aussi a le droit de refaire sa vie, mais qu'effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas envie que des gens leur envoient ça. Sur la question de est-ce que les abonnés ont fait ça pour, par souci de, je sais pas, de regarde ce que j'ai vu, viens je te le montre, ou pour piquer, ou j'en sais rien. Moi, je pense que les internautes qui ont fait ça, ils pensaient pas à mal et qu'ils voulaient en fait tout simplement montrer à Ilona, genre regarde Paul-André ce qu'il fait, tu vois, que tu sois au courant, genre sans penser à mal. La moitié du live, eux, pensaient que c'était pour piquer. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Cependant, si c'est vraiment le cas pour piquer, je trouve que c'est dégueulasse en fait. Donc je préfère me dire que c'est pas le cas, mais vous le savez, je suis beaucoup trop crédule dans ce genre de situation. Je vous parle de Mathieu Delormeau. Il a posté une story extrêmement choquante que je n'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. J'en suis ravi, mais je ne l'ai pas vu. Mais il s'est passé des choses et il fallait qu'on en parle. Alors, ces derniers mois, Mathieu Delormeau, ancien chroniqueur très connu de l'émission TPMP, ne cesse de faire parler de lui, mais pas pour des raisons qu'il souhaiterait.
Au contraire, il traverse une période qui semble compliquée, marquée par les scandales, des décisions maladroites, une image publique qui est fragilisée. Son dernier coup d'éclat, eh bien, c'était mardi 8 juillet. C'est la diffusion accidentelle ou du moins involontaire d'une vidéo intime dans laquelle on le voit complètement nu, allongé, en train de se livrer à une séance de plaisir solitaire, si je peux me permettre. Cette publication a été mise en story sur son compte et elle a rapidement été supprimée, mais le mal était déjà fait. La vidéo a été capturée et partagée massivement et commentée sans retenue par des milliers d'internautes. Je n'ai pas vu cette vidéo. Et par respect pour Monsieur Delormeau, je ne compte pas aller chercher cette vidéo sur des réseaux où elle doit être pour vous la décrire, ok? J'espère que vous comprenez ça. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir sur le parcours de Mathieu et sur un petit peu sa descente aux enfers. Pendant des années, il a été une figure incontournable de la télévision française, notamment sur C8, où il a marqué les esprits par un franc-parler, un humour et une complicité avec Cyril Hanouna. Mais depuis plusieurs mois, son image, elle est ternie. Février 2025, il a fait des gros titres pour une affaire très grave. Il a été arrêté en flagrant délit d'achat de poudre blanche dans les rues de Paris. Un événement qui avait fait grand bruit, j'en avais parlé dans mon émission, notamment parce que Mathieu, jusque-là, il était perçu publiquement du moins, comme un homme professionnel, sérieux, charismatique. Et d'un coup, bam, revirement de situation et la lumière qu'on pose sur lui, elle est négative. Après, je vais pas vous mentir, dans le milieu, ça parle et il y a des choses que moi, personnellement, j'avais déjà entendues. Il passe donc plusieurs heures en garde à vue, il est relâché, mais la sanction médiatique est déjà tombée. Ce passage à vide a entaché sa réputation et on sentait d'ailleurs que sa carrière et son équilibre personnel commençaient à vaciller. Le scandale s'arrête pas là. Fin juin 2025, donc ce dont on a parlé la semaine dernière, il a suscité l'inquiétude chez les fans parce qu'il a posté un message étrange et provocateur à l'encontre des haters. Il avait laissé sous-entendre qu'il était toujours aux prises avec des substances illicites, ce qui avait renforcé l'image d'un homme en difficulté, pris dans une spirale descendante. Il y en a beaucoup qui avaient dit aussi qu'apparemment il aurait été prêt à aller au front pour combattre ses haters avec ses propres mains, etc., etc. Et du coup, tout le monde était une fois de plus inquiet pour Mathieu. Et d'ailleurs, par rapport à cette polémique avec la story dont je vais vous parler là tout de suite, eh bien, beaucoup de gens ont quand même dit, humainement parlant, qu'on avait surtout l'impression de voir une Loana 2.0. Mais donc, le 8 juillet 2025, la situation, elle empire avec cette vidéo. Dans la séquence en question, on voit Mathieu, nu, entièrement, allongé, en train de s'occuper de ce qui lui appartient. Il s'agit d'un moment très privé, dont la diffusion publique a semblé totalement involontaire. Peut-être que cette vidéo, il voulait l'envoyer à quelqu'un, mais finalement, ça a eu un autre effet. Et la vidéo, elle a été postée dans sa story, visible par 366 000 abonnés. Donc ça a provoqué un séisme médiatique. Ce type de contenu n'est pas seulement gênant, il soulève aussi des questions sur la gestion de ses comptes et de sa vie privée, mais surtout sur son état psychologique. Est-ce qu'il a fait ça de son plein gré? Est-ce qu'il était sous influence? Il y a beaucoup de questions. Très rapidement, la vidéo, elle est supprimée, mais le temps de 30 minutes a suffi pour qu'elle soit capturée, repostée et commentée sur toutes les plateformes. En moins d'une heure, le nom Mathieu Delormeau a été en top tweet tendance sur Twitter et il y a eu énormément de réactions. Certains utilisateurs ont exprimé leur choc, ils ont dit qu'ils étaient vraiment abasourdis de voir cette vidéo, d'autres en ont ri, multipliant les moqueries et les mèmes, dans la tradition de ce que le public peut faire lorsqu'un personnage public tombe dans la controverse, mais surtout, comme je vous l'ai dit, il y a aussi eu une réelle inquiétude du bien-être de Mathieu Delormeau. Plusieurs internautes ont évoqué l'hypothèse que la vidéo n'était pas seulement une maladresse, mais le signe d'un état fragile de psychologie, voire d'une consommation excessive de produits ou de boissons. Je cite, Mathieu Delormeau totalement en train de se sur sa story Insta, je coche la case en 2025. Et il y en a d'autres qui ont dit, mais Mathieu Delormeau, il était encore défoncé pour poster ça dans sa story, c'est pas possible. Moi, je vois un homme qui... Après, vous le savez, j'essaye d'être humain le plus que possible et je vois un homme qui a du mal en fait avec ses démons intérieurs, qui ne sait même plus ce qu'il fait. Le fait de dire Loana 2.0, vous savez que j'aime pas réduire à quelqu'un qui a vécu des choses compliquées ou qui les vit,
Mais je peux comprendre en fait la comparaison pour le coup et j'ai bien peur qu'on soit sur ce genre de descente aux enfers également. Face à la tempête médiatique, Mathieu n'a pas encore pris la parole pour s'expliquer. Le silence nourrit le flou et les spéculations. Évidemment, chaque erreur, chaque moment de faiblesse, tout ça est immédiatement amplifié, capturé par les réseaux sociaux et la frontière entre vie publique et vie privée est de plus en plus floue aujourd'hui. J'espère qu'il aura un soutien adapté qui pourra lui permettre d'aller de mieux en mieux, qu'il s'agisse d'une aide médicale, d'une aide psychologique, d'un cercle proche qui pourrait l'épauler, mais dans tous les cas, l'ancienne gloire de la télévision mérite sans doute un peu d'humanité, un peu de compréhension et un peu moins de moquerie comme j'en ai lu. Mais cette vidéo n'arrête pas de faire parler et les réactions qu'elle provoque rappellent ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux dès lors où quelque chose fuite. Et au début quand j'ai vu tout ça, moi je me suis dit mais non, mais c'est un deepfake. Vous savez, des vidéos qui sont créées, sauf que ça a été posté sur sa propre story. Du coup j'ai beaucoup de mal à croire à un deepfake. Dans tous les cas, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'envoie du soutien à Mathieu Delormeau et à ce qu'il traverse en espérant qu'il arrive à se faire aider au maximum. Même si j'ai pas été fan du perso dans TPMP, je n'aime pas voir les gens dépérir, littéralement. Je termine avec Soraya Rifi. Pareil, j'en ai parlé en début de semaine. C'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Donc, je place un trigger warning. Vous n'aurez pas de photo graphique dans MTT par respect pour Soraya et tout simplement parce que je trouve que c'est déplacé de faire ça dans un contenu télé-réalité, people, etc. Donc, je ne veux pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que même au début de la semaine, la seule photo était floutée. Le 4 juillet, il s'est passé des choses absolument horribles chez Soraya Rifi. En fait, dans la soirée du 4 juillet, elle se trouvait toute seule chez elle. 2 individus ont fait irruption dans son appartement situé en plein cœur de Marseille. Leur intention ne se limitait pas à un simple cambriolage. Selon le témoignage, elle a dit que des hommes voulaient non seulement lui dérober ses biens, mais aussi lui infliger une souffrance extrême. Elle dit, je cite, « J'avais un calibre posé sur la tête, j'ai reçu des coups de cutter dans les mains. Il ne voulait pas que je bouge, j'ai eu très peur pour ma vie. » Pendant plus d'1 heure et demie, elle a subi un déchaînement de violences physiques, coups de poing au visage, passage à tabac, jusqu'à des blessures si graves qu'elle décrit aujourd'hui comme son visage qui est défiguré. Elle dit « Je pissais le sang, c'était comme une boucherie ». Au-delà des violences visibles, ce homejacking a laissé des séquelles sur son état mental. Elle a perdu connaissance à plusieurs reprises, elle a été victime de convulsions dues aux violences et à la privation de circulation sanguine. Elle a raconté que ses mains et ses pieds étaient si gonflés et bleuis qu'elle avait du mal à croire qu'ils en sortiraient indemnes. Les médecins l'ont prise en charge, ils suspectent également une agression survenue pendant ces moments d'inconscience et il y a eu une trithérapie qui a été mise en place, soulignant la gravité des soupçons. Soraya, elle a annoncé une décision radicale. Elle quitte Marseille, sa ville natale. Elle dit « Je ne peux plus rester dans cette ville, plus après ce qui s'est passé. Chaque coin de rue, chaque rue me rappelle ce cauchemar. » Soraya veut aujourd'hui se protéger du regard des autres et de la pression médiatique. Elle a aussi choisi d'éloigner sa présence des réseaux sociaux temporairement. Elle dit « Je ne veux plus toucher à mes réseaux, je ne me sens pas bien. Je préfère me reconstruire loin de ça. » C'est une décision de mettre en pause sa présence en ligne qui est lourde de sens dans un métier où la visibilité est souvent considérée comme primordiale. Ça illustre à quel point l'expérience traumatisante l'a bouleversée. Ça a bouleversé son rapport à sa propre image. Elle en a aussi profité pour briser certains clichés par rapport au luxe. Elle dit « Les gens pensent qu'on est blindé, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas Maëva Guénam, je ne vis pas dans le luxe. Je m'habille chez Shein comme tout le monde. » C'est un rappel qui est important et qui souligne à quel point les agressions dont elle a été victime, parce qu'il y en a eu d'autres avant ça, je vous rappelle, ne sont pas motivées par la recherche d'objets de valeur ou d'argent facile, mais aussi par une forme de vengeance, de jalousie ou tout simplement par la violence aveugle qui peut être dans certains quartiers. Aujourd'hui, Soraya, elle est dans une phase de reconstruction. Entourée de ses proches et de professionnels de santé, elle tente de surmonter les traumatismes physiques et psychologiques. Elle est loin des paillettes, loin des bruits des réseaux sociaux et elle cherche à retrouver une forme de normalité. Son histoire est aussi un cri d'alerte sur la violence qui peut s'inviter dans des lieux supposés être des sanctuaires, chez nous, et elle invite à une prise de conscience collective sur la sécurité de ce qui se passe. Évidemment, ça a changé Soraya à jamais. Les images que j'ai vues sont absolument horrible, franchement ça m'a retourné l'estomac et que je lui ai envoyé mon soutien en privé, je l'ai fait également sur des réseaux plus courts et je le refais ici, j'envoie tout mon soutien à Soraya et à sa famille. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire quand même et vous apprendre pas mal de choses. On va se retrouver pour les actualités internationales dans un instant, le gros dossier et l'Astro Actu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est toujours pas fait, ça soutient et c'est gratuit. Et c'est parti, actualité internationale, jingle.
Je commence les actualités internationales avec Julian McMahon qui est malheureusement décédé. Il est décédé le 2 juillet 2025 à l'âge de 56 ans. Il s'est éteint paisiblement à Clearwater en Floride et il a laissé derrière lui une immense carrière. C'est sa femme Kelly qui a dévoilé dans un communiqué officiel les causes de son départ tout en rendant hommage à l'homme qu'elle a aimé. Je reste beaucoup sur mes notes, vous le savez, pour les actualités internationales. Avant de devenir une figure incontournable, Julian avait commencé sa carrière en tant que mannequin à Los Angeles où son physique lui avait permis d'avoir pas mal de portes ouvertes pour le show business. Mais c'est avec la série Profiler qu'il s'est fait connaître, sauf qu'il a quand même eu un rôle culte dans Charmed, diffusé de 2000 à 2005, qui l'a propulsé au rang de star internationale. Il a incarné Cole Turner, un démon qui était devenu l'amant de Phoebe Halliwell, joué par Alyssa Milano, et donc il a quand même réussi à vraiment avoir cette casquette d'acteur international très très reconnu. Et donc, c'est avec une certaine émotion que Kelly, son épouse depuis 2014, a annoncé la nouvelle du décès. Dans un communiqué, elle écrit « Julian aimait la vie, il aimait sa famille, il aimait ses amis, il aimait son travail et ses fans. Son souhait le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possible. » Mais derrière tout ça, en fait, l'acteur, il menait depuis quelques années un combat très compliqué contre une maladie implacable et sa femme a avoué qu'il était atteint d'un cancer contre lequel il a lutté avec courage. Elle dit « Mon mari bien-aimé Julian est décédé paisiblement cette semaine après un effort courageux pour vaincre le cancer. » Évidemment, la disparition de Julian, ça a plongé les proches, les fans et la communauté amateur de séries télé en profonde tristesse. Il y a énormément de messages qui ont été publiés déjà en référence à Charmed et également tout simplement de soutien pour sa femme et de condoléances, tu vois. On a aussi Shannen Doherty qui a été décédée le 13 juillet 2024, malheureusement à cause d'un cancer du sein, j'en avais parlé. Et donc, ces deux pertes rapprochées sont un véritable choc pour les fans et pour les personnes qui sont vraiment en adoration devant les séries. Et dans le communiqué, Kelly a demandé du respect pour l'intimité de la famille. Elle dit « Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans la plus grande intimité. Nous sommes reconnaissants pour tous les souvenirs que Julian a laissés. Il vivra à jamais dans nos cœurs. » Il y a énormément d'hommages qui ont été faits par d'anciens acteurs, par aussi des influenceurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup eu de bruit par rapport à tout ça. Tu m'étonnes, c'est extrêmement triste de voir quelqu'un qui a potentiellement baigné ton enfance ou ton adolescence et que tu as l'impression de connaître, quand c'est beaucoup le cas pour certains acteurs que tu suis, décédé comme ça. Et effectivement, je comprends que ça touche. Moi, perso, j'ai vraiment vu cette nouvelle, j'étais là, oh mon Dieu. Genre, j'ai toujours suivi Charmed quand j'étais plus petit. C'était le truc que je regardais avec ma maman et mes sœurs. Et j'avoue que ça fait bizarre de se dire que oui, en fait, même les gens qu'on a pu suivre dans des séries, les gens ne sont pas éternels, quoi. Et ça m'a beaucoup attristé. Vous me direz si vous aviez entendu parler de ça, je pense que oui. C'est vrai que je ne l'avais pas mis la semaine dernière, du coup, je me suis dit mince, et je voulais le mettre cette semaine pour vous apporter un petit peu des infos. Après, il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis, le montant de sa fortune, tout le monde qui envoie des hommages, etc. Moi, je voulais rester sur ce que Kelly a demandé, du respect pour l'intimité, donc je vous ai juste fait une actu dessus. Même si Kelly va pas aller regarder MTT, mais vous avez capté, quoi. J'essaie d'être respectueux. Malheureusement, nous continuons un peu dans la même lancée parce que Kim Kardashian, le lundi 7 juillet, elle a parlé du fait que Lindsay May Palevsky, une amie d'enfance à laquelle elle était profondément attachée, au point de la considérer comme une sœur, eh bien, a été perdue également. C'est une annonce qui a été partagée sur Instagram. Depuis plusieurs mois, Kim traversait en silence cette épreuve assez intime parce que la disparition de Lindsay, elle est survenue en novembre 2024. Elle a été gardée loin des projecteurs pour un souci de respect de la vie privée de cette dernière et pour préserver la paix des cercles d'amis. Mais finalement, Kim Kardashian, elle s'est exprimée et elle a parlé à ses millions d'abonnés de à quel point l'absence de Lindsay crée un vide immense dans sa vie. Elle dit « Rien ne peut vraiment retranscrire à quel point notre conversation de groupe semble calme et vide sans toi. » On voit aussi une photo qui a été prise lors d'une balade au bord d'un lac, un lieu qui est désormais chargé de souvenirs. Elle dit « Je ne pouvais pas faire cette balade sur le lac sans te sentir partout. J'avais besoin de la partager. » Évidemment, on a donc eu énormément de soutien qui a été envoyé à Kim Kardashian. Mais en fait, Lindsay, c'est pas quelqu'un qui était une personnalité publique. Elle voulait rester loin des projecteurs et des médias, mais elle faisait
en partie intégrante en fait de la vie de Kim. Elle a apparu à plusieurs reprises dans les émissions de Kim et c'était une amie qui était pour les caméras genre une amie en dehors de ce que Kim Kardashian peut partager, etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a vraiment fait partie de sa vie, quoi. Apparemment, Lindsay elle est décédée encore une fois suite à une bataille contre une tumeur neuroendocrinienne, un cancer très rare et complexe. Pendant 13 ans, elle a mené un combat avec une certaine dignité, loin des feux, des projecteurs et loin de la médiatisation. Et évidemment, quand Kim a partagé tout ça, on a eu énormément de messages de soutien de la part de sa communauté. Donc pour Kim Kardashian, c'est un deuil qui est une épreuve très intime, mais aussi une occasion de rappeler l'importance des liens d'amitié qui sont véritables. Et en partageant cet hommage public, elle invite ses fans et ses abonnés à célébrer la vie de Lindsay, à se souvenir de sa force et de son courage et à reconnaître la valeur d'une amie fidèle. Voilà tout le monde pour le côté international de MTT aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça a pu vous plaire. On va passer au seul et unique gros dossier du jour, le fameux point sur Secret Story. Ça aurait pu être une vidéo entière, mais je me suis dit no, je vous écoute et on fait un point par semaine. Ça sera dans MTT et je vais énormément rester sur mes notes. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si c'est pas fait et c'est parti, gros dossier, jingle. Alors, comme je viens de vous le dire, je vais beaucoup, même faire que rester sur mes notes pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans Secret cette semaine. On a notamment eu cette tempête de critiques sur les réseaux sociaux avec Constance, Marianne, Célia et Pimprenel qui sont accusés de harceler Romy et Anita. Et face à la montée des tensions, la production, elle avait décidé d'intervenir publiquement. On avait entendu qu'il fallait du respect, de la bienveillance et de la sécurité. Et ce n'est pas tout, parce que Ara Aprican, directeur général de TF1, a été interrogé sur la polémique par Le Parisien. Et plutôt de reconnaître les problèmes de l'émission, il a insisté sur la responsabilité des téléspectateurs et des internautes. Il a dit qu'il fallait maîtriser ce qu'il se dit sur les réseaux et il rappelle à ceux qui commentent les polémiques qu'ils doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Il dit il faut également rappeler aux commentateurs qu'ils ont eux aussi une responsabilité vis-à-vis des polémiques qu'ils génèrent ou alimentent sur la toile. Ce que ça révèle pour moi, c'est que Secret Story peine à gérer les conflits internes et la mauvaise image qui en découle, notamment sur ces fameuses questions sensibles de racisme et du harcèlement. La production tente de réagir fermement, mais TF1 via son patron met en garde des débordements en ligne, sauf que c'est une stratégie qui peut être perçue comme un décalage face aux attentes du public. Si vous voulez mon avis, je comprends ce qu'il dit, mais je pense que c'est pas aux téléspectateurs qu'il faut s'en prendre, même si honnêtement je vois quand même des messages de haine absolument horribles, des messages de menaces de mort et d'insultes et tout, et c'est pas en faisant ça que ça va régler un autre problème, ça va juste en créer plus. Donc je peux comprendre ce qu'il dit, mais je pense qu'il faut aussi se remettre en question au bout d'un moment. Deuxième chose, on a aussi une arrivée surprise de Vivian, d'Amélie Netten, de Mélanie Dacruz et de Lou, et qui a fait pas mal de petits bruits, et on a notamment Vivian qui a décidé de mettre le doute dans l'esprit de Mayer en évoquant une possible histoire amoureuse entre Romy et lui. Vivian dit à Mayer, avec Romy, t'es sûr que t'es célibataire? Mayer, il est surpris et déstabilisé, il dit qu'il sait pas trop quoi penser, surtout que Lou appuie ses doutes. Et dans une confrontation sincère, Mayer demande à Romy si elle avait des sentiments pour lui, et la réponse, elle est franche. Elle dit, non, tu es mon Jimmy Neutron, mon Mayer, mais pas ça, en vrai, il n'y a rien. Une déclaration qui friendzone Mayer, qui a provoqué un certain choc évident, parce que sur les réseaux sociaux, on a une phrase qui a été prise et reprise, qui dit « Moi, c'est comme une tata, c'est tout ». Alors, sur X, il y a eu plein de réponses. Il y en a beaucoup qui ont compati avec Mayer en disant que c'était une friendzone qui était violente. Il y en a d'autres qui doutent de la sincérité de Romy en disant qu'elle cache certainement son jeu. Et la fameuse phrase « Moi, j'aime trop regarder ma tata comme ça » est devenue un mème sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de montages à ce sujet, mais ça a créé un petit truc bizarre dans leur amitié qui était jusque-là solide et il y avait des petites tensions. Le mardi 8 juillet, toujours sur le même sujet, face à Mayer et Ahmed, Romy s'est ouverte avec une sincérité et elle a dévoilé des émotions
longtemps enfouie sous la surface. Elle a été interrogée par ses camarades. Elle parle de sa relation avec Mayer et elle dit « On est deux personnes qui s'apprécient, des bons potes. Moi, m'occuper de toi, ça ne me dérange pas. C'est de gaieté de cœur que je le fais. » Quand Ahmed lui a fait remarquer qu'elle semblait être moins possessive avec lui qu'avec Mayer, Romy, elle a dit « Oui, il y a un truc en plus, je sais pas, c'est des 0,05%. » Donc on voit que la ligne qui finalement sépare amitié et amour pour Romy, elle est très fine, même si eh bien c'est pas quelque chose qu'elle veut mettre en avant ici et elle veut pas du tout que la relation elle change. Tout ce que je vois moi personnellement, c'est que c'est très intense entre les deux. Je sais pas si les choses pourront aller plus loin. Il y a beaucoup de commentaires aussi qui disent que juste Romy n'est pas le type de Mayer, que Romy d'ailleurs n'a peut-être même pas forcément eu le contrôle sur ce qu'elle ressent par rapport à Mayer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont autour de ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Autre chose, on a aussi évidemment Marianne qui a réagi par rapport à tout ce qui a été dit sur Romy et Anita. Elle dit être accusée de racisme et de harcèlement, c'est complètement faux. Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer pour que certaines personnes me jugent de cette manière. C'est absolument pas qui je suis. Nous ne sommes pas entendus avec Anita dans la maison, c'est vrai, mais ça ne signifie pas que j'ai cherché à lui faire du mal. Et Marianne avoue toutefois que sa nomination par Mayer, son allié proche dans la maison, l'a touchée. Elle confie qu'elle ressent une boule au ventre plusieurs jours avant son départ. Elle dit « J'avais l'impression que depuis un moment, je sentais que j'allais partir. On m'a pas beaucoup vu jouer. » Et au fil du temps, en fait, après son élimination, elle commence à parler de sa relation avec Mayer. Elle dit qu'il y a une complicité très forte et sincère qui s'installe entre les deux, bien loin des jeux stratégiques. Elle dit « Mayer est quelqu'un de très sensible, il a toujours su être réconfortant avec moi. » Elle insiste sur le fait que la relation n'a jamais été teintée de sentiments amoureux, même si elle reconnaît qu'il est difficile de distinguer les limites. Elle dit « Oui, c'est un garçon très beau, mais nous étions simplement amis. J'allais vers lui parce qu'on se comprenait mutuellement. » Concernant la nomination, elle dit que ça a été vécu comme une trahison. Elle dit « C'était logique, Mayer et Romy forment un duo très solide. Oui, j'ai râlé un peu pour qu'il culpabilise, mais c'était surtout pour rire. Dans Secret Story, l'amitié et la compétition ne font pas toujours bon ménage. Aujourd'hui, elle a quitté l'aventure et elle affiche une attitude positive. Elle souhaite tourner la page. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vue prendre la parole en story ou autre depuis qu'elle est sortie et depuis qu'elle a fait les interviews. Je pense qu'elle est aussi en train de se remettre de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je pense que son passage dans la maison ne sera pas uniquement réduit aux controverses. J'espère en tout cas que ce ne sera pas le cas et j'espère qu'elle arrivera à montrer autre chose en se rendant peut-être aussi compte des choses qui se sont passées et des choses qui ont été dites, qui ont été montrées. Dans tous les cas, c'est vrai que Marianne qui quitte Secret Story, ça a fait quand même une énorme bourde et polémique. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue, mais cette fois-ci avec Mélanie Dacruz. Mélanie a dit qu'elle avait fait une gourde parce que, en fait, elle avait une trace de fond de teint sur son pull et elle a dit à Romy que c'était Anita qui lui avait mis. Anita qui est cachée, donc dans une autre pièce de la maison. Et Romy, elle était là en mode « Mais Anita, elle est partie. » Et du coup, Mélanie, elle a commencé à expliquer « Mais non, mais c'était sur le Prime, etc. etc. » Bref, Mélanie qui est littéralement revenue dans cette maison, eh bien, ça a fait beaucoup parler. Et c'est pas que pour ça, mais également pour Ethan. Parce qu'ils ont fait un duo de danse avec Ethan sur un tube de Maître Gims et tout le monde a réagi à ça. On pouvait lire le duo que la France attendait, Ethan et Mélanie enfin. En fait, c'est une séquence qui a fait beaucoup parler parce qu'on se rend compte que c'est un duo qui a l'air de très bien fonctionner et c'est un duo qui, amicalement, aurait pu, si Mélanie était là tout le temps dans l'émission, donc Mélanie Dacruz, aurait pu vraiment aller loin. Moi, je suis content d'avoir revu les anciens cette saison parce que je trouve qu'ils ont apporté un truc frais en fait et ils ont apporté une vision qu'il y a de l'extérieur sans trop en dire pour montrer à certains candidats et candidates qui doivent continuer de se battre et qui ne doivent pas se laisser abattre. Et enfin, je termine avec la dernière polémique au moment où je filme qui parle de Pimprenel et Adrien. Ils ont officialisé leur relation récemment, mais Adrien a mis un terme à leur histoire le 9 juillet. Elle dit « J'ai perdu cette flamme qu'il y avait... » Il dit, pardon. « J'ai perdu cette flamme qu'il y avait entre nous, je ne la retrouve pas et sur le peu de temps qu'il reste, j'ai pas envie de consacrer toute mon énergie à ça. » Pimprenel, elle est blessée, elle est abasourdie, elle n'a pas réussi à contenir ses larmes en salle de confession, donc en confessionnal. Elle qui croyait en cette histoire, eh bien c'est finalement douloureux et c'est un timing qui n'est
pas hasardeux. C'est-à-dire que Pimprenel et Adrien font partie des nommés de la semaine, donc à tout moment ils peuvent partir. Et Adrien, en fait, il a expliqué que depuis qu'il est rentré dans la maison, il n'a vu que par Pimprenel et qu'il a l'impression que tous les autres candidats ne le connaissent pas et que s'il part dans 2 jours, eh bien, son plus grand regret, ce sera qu'il n'ait pas été connu des autres. Donc tous les candidats, ils se rassemblent autour de lui. Moi, quand j'ai vu l'épisode, j'étais là en mode « Ah, ça a l'air sincère et tellement triste et tout ». Mais pour les réseaux sociaux, c'est un autre discours. En fait, il y en a beaucoup qui dénoncent un jeu d'acteurs calculés. Les mots disent larmes de crocodile. Il a senti que sa cote était en chute libre. Adrien tente une opération séduction de dernière minute. Stratégie pure pour allier les votes du public. D'autres disent que c'est un retournement de veste spectaculaire qui est destiné à manipuler les émotions et éviter l'élimination, comme le geste envers Romy, Mayor et Ethan, qui est de se confier à eux, d'aller leur faire des câlins, etc. etc. Est-ce que c'est un coup de bluff bien pensé? Est-ce que c'est sincère? Je pense qu'on aura la réponse bien rapidement. Avant de clôturer ce gros dossier, je voulais quand même vous donner mon avis sur Secret parce que du coup, si vous me suivez, vous savez que j'avais dit que je ne regarderais pas cette année comme l'année dernière et je me suis laissé prendre au jeu par rapport à toutes les polémiques qu'il y a. Et finalement, j'aime beaucoup cette saison qui ressemble beaucoup aux saisons que j'ai connues à mon époque. Et j'avoue que j'aime énormément cette saison, à part évidemment les controverses qu'il y a. Mais si je vous parle du jeu pur et dur, j'aime beaucoup ce que j'y vois. Et je pense que ça vaut le coup cette saison. Donc à voir ce que la fin de saison nous réservera. Et évidemment, je vous tiendrai au courant à chaque fois, chaque semaine, en vous faisant un petit point spécial Secret Story. En tout cas, vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça. Rebondissement de dernière minute, ce qui nous donne une voix off, même si je suis explosé de fatigue. Marianne a été vue chez Jérém Star pour une interview exclusive qu'elle a donnée où elle s'excuse et parle de plein de choses. Avant d'aller plus loin, sachez que j'ai sorti une vidéo ce vendredi 11 juillet à 17h30 qui revient sur tout ça. La vidéo est courte, c'est vraiment juste un petit débrief. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Mais en gros, elle dit des choses comme « Ce n'est pas qui je suis, être accusé de racisme et de harcèlement, c'est complètement faux, on la voit énormément en pleurs. Elle dit des termes qui sont extrêmement graves. Elle aurait voulu mettre fin à ses jours. Je vous laisse regarder un mini magnéto de l'interview de Jérém. Je voulais tellement pas que des gens se sentent autant blessés par moi et je suis vraiment désolée pour ça. Je voulais pas faire du mal à qui que ce soit. Je me suis pas rendu compte que ça serait perçu comme ça. Écoute-moi bien, je vais te retrouver, toi et toute ta famille. On va te harceler comme jamais, te traquer, t'es pas prête. Tu vas connaître enfin l'horreur pour toi et tout ton entourage. J'ai plus qu'à trouver ton adresse. T'oses harceler, la partie ne fait que commencer. Le karma n'épargne personne, grosse truie. Je sors plus de chez moi, j'ai peur qu'on m'attaque dans la rue. J'ai peur qu'on me reconnaisse. Ça s'arrête pas. Pour toujours, je serai Marianne, l'harceleuse et la raciste de Secret Story 13. Je supporte plus en fait, je supporte plus tout ce qu'on dit sur moi. Et encore une fois, je peux le comprendre. En voyant les images, j'ai vraiment juste envie de mourir quoi. Tu as envoyé, donc après ta sortie, enfin il y a quelques jours d'ailleurs, une note audio donc au PDG d'Endemol, je voudrais qu'on l'écoute. Vous m'avez détruit ma vie. Comment j'ai pu vous faire confiance? Écoutez-vous, je vais me foutre en l'air. Toutes les images qu'on a montrées de moi, c'est normal. C'est normal que les gens pensent ça de moi. Ce n'est pas tout, parce que juste après tout ça, on a également Jérém qui poste un message en story en expliquant qu'elle a été, qu'elle va aller dans une maison de repos, que c'est du jamais vu en 13 saisons de Secret Story et qu'on est en train de lui chercher une place pour une hospitalisation tellement les choses vont loin. Je l'ai dit vendredi et je le répète ici, je ne suis pas OK avec les images que j'ai vues et les termes que j'ai vus et tout ce que j'ai vu. Cependant, battre le feu avec le feu, surtout en harcelant quelqu'un et en poussant cette personne jusqu'à l'hôpital, je pense que c'est quand même aller beaucoup trop loin. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous demande du respect dans l'espace commentaire. C'est une information que je vous dévoile en avant-première, ça n'est sorti nulle part dans les médias pour le moment. C'est du jamais vu en 13 saisons de Secret Story. La production, suite à une réunion de crise qui a eu lieu hier, a décidé de placer donc Marianne dans une maison de repos pour une hospitalisation, pour pouvoir se remettre de tout ce qui se passe. J'ai vraiment cru qu'elle allait se foutre en l'air, franchement.
franchement, je peux vous dire qu'en 13 saisons de Secret Story, je n'ai jamais vu quelqu'un être autant au bout du rouleau. J'ai vraiment cru qu'elle allait commettre l'irréparable. Elle a manifesté à plusieurs reprises son besoin d'être hospitalisée, puisqu'a priori, les entretiens téléphoniques avec la psychologue de l'émission Secret Story, ça ne suffit pas. Elle devrait démarrer son séjour la semaine prochaine. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur les répercussions d'un programme comme ça de divertissement, tout ce qui a été véhiculé à l'antenne. Il y a aussi tout un questionnement sur l'encadrement psychologique, sur les candidats qui participent à ce genre de programme et qui finissent complètement dépassés par l'ampleur des polémiques et par l'ampleur finalement d'un jeu qui, rappelons-le, est un divertissement, mais qui prend des proportions d'année en année sur les réseaux sociaux toujours plus fortes, sur le racisme, sur le harcèlement. Et effectivement, je pense que la question se pose sur la responsabilité donc des productions, des images diffusées. Je vais vous demander votre bienveillance, s'il vous plaît. C'est très important parce que Marianne est vraiment au fond du seau. Voilà tout le monde pour le gros dossier de la semaine sur Secret Story. On va passer à l'Astro Actu avant de terminer Mixosoty. Je suis vraiment désolé pour cette émission où j'ai l'air d'être on dirait que je suis vraiment claqué et c'est le cas, mais j'essaye de rester en joie, enfin pas en joie mais énergique et j'ai beaucoup de mal. Donc on va terminer avec la fameuse Astro Actu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour le soutien, ça fait plaisir. C'est parti, Astro Actu, pleine lune du 10 juillet. Nous terminons avec la fameuse pleine lune du 10 juillet qui est passée au moment où l'émission sortira. Mais ce jeudi 10 juillet à 22h36 a eu lieu la première pleine lune de l'été qui s'appelle la Buck Moon ou la lune de cerf. C'est une lunaison qui se produit en Capricorne, mon signe, signe de terre gouverné par Saturne, associé à la sagesse, la discipline, la construction de bases solides. C'est donc un moment astrologique propice à la réflexion sur nos fondations personnelles, nos objectifs à long terme et la nécessité d'alléger notre vie. Cette pleine lune, elle nous invite à faire le tri dans ce qui freine notre progression, abandonner les excès, les relations toxiques, les habitudes nuisibles, fixer nos priorités ou encore bâtir une vie plus alignée avec nos valeurs profondes. Cette pleine lune est exceptionnellement puissante grâce à une grande configuration astrologique. On a un trigone avec Mars, planète de l'action, de force, de courage et de confiance en nous. On a aussi le sextile entre Saturne, Uranus et Pluton qui promet des clés de transformation profonde. Mais je vous ai entendu, les amis, vous m'avez dit « Rudy, s'il te plaît, quand tu fais de l'astro-actu, est-ce que tu peux nous parler signe par signe ?» J'ai donc trouvé un article en ligne qui revient signe par signe sur ce que va vous faire cette pleine lune. Dans tous les cas, elle invite chaque signe du zodiaque à un moment de bilan et mise au point essentiel. Mais c'est parti, nous parlons signe par signe. Pour les béliers, un tournant professionnel s'annonce. L'énergie lunaire dynamise les ambitions et pousse à prendre des initiatives audacieuses. C'est le moment d'affirmer les compétences et de vous positionner pour atteindre vos objectifs. Taureau, pleine lune qui ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités. Projet d'expansion lié à une formation, un voyage, un changement de cap qui arrive à maturité. Il faut se laisser guider par les valeurs profondes pour faire le meilleur choix. Les Gémeaux, vérité cachée qui émerge. Vous êtes invité à faire le ménage dans votre vie, à couper les liens toxiques ou limitants. Par ailleurs, un regain de désir et d'envie pourrait renouveler la vie sentimentale. Les Cancers, relations qui occupent le devant de la scène, qu'il s'agisse d'un engagement important, d'une rupture, d'une prise de conscience, vous êtes invité à faire preuve d'honnêteté envers vous-même et les autres sur vos attentes affectives. Les Lions, c'est le moment de repenser à votre équilibre de vie. Santé, orga, gestion du temps, tout ce qui vous pèse va être revisité et le but c'est de retrouver vitalité et raviver le feu intérieur. Vierge, l'amour et la créativité sont au cœur de la lunaison. Un coup de foudre, une déclaration passionnée, un nouveau projet artistique peut voir le jour. Suivez votre intuition sans chercher à tout contrôler. Balance, décision liée à la famille et au foyer s'impose. Vous êtes amené à sécuriser vos bases matérielles et émotionnelles afin de construire un environnement stable. Scorpion, la communication s'intensifie, une conversation franche ou une négociation importante pourrait tout changer. C'est le moment d'exprimer clairement ce que vous ressentez et de prendre des décisions déterminantes.
Sagittaire, vos finances et votre rapport à la sécurité sont au centre de vos préoccupations. Cette pleine lune vous invite à faire un point clair et à poser des actions concrètes pour assurer votre stabilité matérielle. Capricorne, pleine lune dans le signe marque un véritable moment de vérité. Vous êtes appelé à incarner pleinement votre identité, à montrer qui vous êtes sans compromis. Un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre. Verseau, cycle important qui se termine. Il est temps de ralentir, de prendre soin de vous et de vous lâcher. Et de lâcher ce qui ne vous sert plus. Votre intuition est votre meilleur allié pour guider cette transition. Et enfin, les poissons, un projet collectif ou une amitié importante arrive à maturation. Vous êtes amené à réfléchir à votre place dans un groupe et à vos engagements. Cette lunaison éclaire votre chemin vers une plus grande harmonie. Vous l'avez compris, cette nouvelle pleine lune vous invite à faire le tri dans vos vies pour aller vers plus d'authenticité et plus de choses qui vous ressemblent. Évidemment, au moment où vous voyez ça, elle est déjà passée, donc n'hésitez pas à me dire si en ce moment, dans votre période de vie, par rapport aux signes que vous avez et à ce que je vous ai dit, vous ressentez un petit peu ce que j'ai énoncé ici. En tous les cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez en dire et c'était tout pour l'Astro Actu cette semaine. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous satisfaire, vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer la chaîne. Moi, je vous retrouve toute la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Dimanche prochain, 10h30 pour un nouveau Mix the Tea. Et non, je n'ai pas oublié le deuxième emoji de la semaine. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'aimerais voir des pastèques dans mon espace commentaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là. À demain pour de nouvelles vidéos et à la semaine prochaine pour celles et ceux qui ne regardent que Mix the Tea. Bye tout le monde, c'était Ruzi. Merci pour votre fidélité. Love you.